Bonjour, je m'appelle donc Christophe Battier, je viens de l'Université de Lyon 1. Donc on m'a provoqué, donc j'ai répondu à cette question qui veut dire ah ben voilà, la réponse est oui, on peut se passer du tuteur, on peut tout à fait mettre en place des dispositifs sans tuteur. Et je vais argumenter avec trois points que je vais un peu détailler, qui tournent autour de trois choses assez intéressantes. Il y a plusieurs enquêtes, plusieurs études qui montrent qu'on apprend de façon informelle, hors des structures, en dehors même de l'enceinte éducative, de l'école. 70 à 80% de nos savoirs sont acquis de façon informelle, donc sans formateur, etc. Une autre expérience, c'est All in the Walls, des trous dans les murs. C'est comment on apprend par ses pairs, on va détailler ça. Et un peu le poids de l'institution, un peu de l'histoire, et puis on regardera ce qui s'est passé au début des années 1800 en France autour du mouvement des écoles mutuelles, comme quoi on peut apprendre par ses pairs, et comme quoi l'institution a un poids sur la façon dont on apprend, de passer par un prof. Et dont on peut, il y a des exemples dans l'histoire où on peut apprendre sans passer par les profs, même dans les institutions. Donc 70% de nos savoirs sont acquis de façon informelle. Donc il y a plusieurs études qui présentent ça. Donc ça pose des problèmes, des questions. Il y a beaucoup de gens qui rebondissent autour de ça pour développer ce qu'ils appellent le social learning, c'est-à-dire avec les outils qui sont apparus comme des choses comme Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, ça c'est Foursquare, etc., etc. Il y a plein d'échanges qui sont, tu l'as dit tout à l'heure, il y a plein de contenus sur Internet, tous les savoirs sont accessibles aujourd'hui, même on verra après, même peut-être trop de savoirs sont accessibles sur Internet. Donc on peut apprendre, si on en a envie, par soi-même. On a tous les contenus, on peut y accéder, et on peut se débrouiller et accéder à tout ça. Et j'ai pas besoin de tuteur pour me construire mes savoirs. Et il y a même des choses, des gens autour du PLE, Personal Learning Environment. L'étudiant peut se construire son environnement d'apprentissage avec des outils. Il peut se faire son portfolio, ça peut être son Facebook, ça peut être son Twitter, ça peut être son... Enfin bref, il peut apprendre par lui-même et se débrouiller par lui-même. Apprendre l'anglais, il suffit de se mettre sur Skype, trouver un correspondant anglais. Il y a plein de sites comme babel.com où on peut apprendre les langues en partageant avec des gens à distance. Donc j'ai pas besoin de tuteur, je me débrouille tout seul. Autre exemple, j'ai pas les animations dans ton truc. Autre exemple, c'est Shugata Mitra, ça c'est la première vidéo qu'il avait fait. Vous retrouvez... Alors mes PowerPoint, c'est des fils que je lance, je vous envoie comme ça, et dedans il y a des liens, normalement vous les retrouverez sur SlideShare. Et si vous cliquez là à la conférence où il explique tout le détail de l'historique du truc, là, de cette expérimentation, ça a commencé dans les années 2000. Shugata Mitra, qui est cette personne-là, qui était prof dans Sciences de l'Éduc, il s'était rendu compte que dans des, je vais pas dire des bleds, mais dans des petits villages en Inde où il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'instituteur qui voulait y aller, les étudiants ne pouvaient, les gamins n'avaient pas d'école. Parce qu'on ne pouvait pas mettre d'instituteur, parce que. Donc le système, c'est qu'il achetait des maisons dans ces petits villages, il faisait un trou dans le mur et il mettait l'ordinateur, ça c'est les premiers qui l'ont fait, côté rue, avec un pad. Et il filmait ce qui se passait. Et il regardait ce qui se passait. Donc la première vidéo, elle remonte en 2001, je crois. Et on voit un gamin qui s'approche comme ça de l'écran, alors il est marqué tout à l'heure à 40 degrés, et puis il est vraiment, vous voyez, ils sont à haillons, les premiers qu'on voyait. Et puis il met le doigt sur le pad. Alors il dit, il voit automatiquement qu'il faut mettre le doigt sur le pad. À mon avis, le gamin a vu les installateurs faire des tests, mais enfin bref. Il met ce doigt sur le pad, et lui certifie qu'ils n'ont rien expliqué aux gamins, qui n'ont pas la télé dans les villages, qui n'ont pas l'électricité, etc. Et le gamin regarde ce qui se passe, et il voit que quand il bouge son doigt, ça fait bouger la souris. Alors ça l'amuse, et puis à un moment, il apprend, il sursaute, ça clique, et il rentre dans un lien web, etc., etc. Et à partir de là, il se passe tout un processus au sein de la communauté, parce que les autres enfants de la rue viennent voir ce qui se passe, ils discutent avec eux, et il se crée ce que lui il appelle une communauté d'apprentissage. C'est-à-dire que celui qui apprend à naviguer et à cliquer va appeler quelqu'un pour lui apprendre s'il connaît 2-3 mots, c'est quoi les mots qu'il y a écrits ici. Parce que normalement, ils ne parlent pas anglais. Et ils apprennent à apprendre l'anglais, ils apprennent 300 mots, je crois, en 6 mois dans l'expérimentation qui a été faite. Et donc, il décrit en 2000, dans une conférence, tous les processus qui entrepèrent dans la communauté, comment les élèves échangent entre pairs, à partir de lui, d'interfaces qu'il appelle, qui sont des interfaces affordantes. C'est-à-dire que l'interface du dispositif a suffisamment d'implicite pour que les gamins puissent rentrer dedans, le saut cognitif est assez faible, pour pouvoir comprendre vers quoi ils veulent aller,
et aller gratter les informations, aller les chercher, et ensuite les laisser passer les uns aux autres. Et ça a tellement marché que, bah là, ça c'est une nouvelle version qu'il a mis en ligne il n'y a pas bien longtemps. Ils ont ouvert de plus en plus d'ordinateurs comme ça dans les salles, dans les rues. Et ça, c'est un modèle qui est repris maintenant en Afrique, où on met dans les salles, dans les cours des écoles, des ordinateurs à disposition du public, et les étudiants, enfin les jeunes, vont apprendre par eux-mêmes. Donc ça, c'est la version un peu moderne de ce qui existait en France au début des années 1800. C'est un mouvement qui était venu d'Écosse, un mouvement pédagogique autour des écoles mutuelles. C'était un peu le même phénomène sans les technologies, où on ouvrait des classes où les pairs, les étudiants devaient apprendre les uns des autres, les uns avec les autres. Alors, il y a eu, si vous cherchez, il y a un serveur, il y a pas mal de documentation, c'est sur Percé, sur l'université de Lyon 2. Il y a pas mal de documentation là-dessus. Et il y a eu le plus de volume, où il y avait plus d'étudiants qui étaient engagés là-dedans, c'était pour apprendre à écrire et à lire. Donc ça, c'était les premiers niveaux assez basiques. Et les autres niveaux, ça serait l'équivalent des BTS de dessin technique, où il y avait pas mal de choses, où il y a pas mal de retours d'expérience. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça s'est arrêté, non pas parce que pédagogiquement ça marchait pas, mais ça plaisait pas à l'institution. Essentiellement, dans ces années-là, on avait des problèmes suite à la Révolution, etc. etc. C'est plutôt l'Église qui a fait pression, c'est le maître qui doit donner le savoir, et c'est pas aux gens à se débrouiller par eux-mêmes. C'est moi qui ai le savoir, qui vous le diffuse, vous n'allez pas le trouver par vous-même. C'est un peu dangereux que les gens se débrouillent par eux-mêmes. Et donc là, il y a un point d'institution qui fait que dans nos institutions, on en parlait tout à l'heure, c'est le maître qui doit donner le savoir. Et le processus inverse, ça fait des années que ça marche comme ça, c'est pas évident, quoi. C'est pas quelque chose qui est vraiment accepté. Alors je vais vous montrer une expérimentation, j'espère que ça va marcher, pour montrer que les étudiants peuvent apprendre par eux-mêmes. J'ai un étudiant que j'ai trouvé par hasard sur Facebook un jour, je me baladais, qui a ouvert une page sur la microbiologie. Donc il est un étudiant en deuxième année de microbiologie. Donc microbiologie, je crois que c'est l'étude des bactéries, enfin des trucs comme ça, en biologie. Et il avait ouvert une page sur Facebook. Alors là, quand j'ai fait la capture d'écran, il avait 9000 et quelques likes. On s'abonne à la page. Maintenant, il y en a plus de 12 000. Et ce qui est intéressant, c'est il y a 12 000 abonnés à sa page de microbiologie. Il y en a 5 000 qui viennent par semaine. C'est assez énorme. Il n'y a aucune revue en microbiologie en France, voire même au monde, qui a autant d'audience. Bref. Donc il y a énormément de choses et on va voir le contenu de ce que l'étudiant propose. Je disais tout à l'heure, il y a tous les contenus. Et en fait, c'est ça. Il va faire ce qu'on appelle de la curation, aller chercher des informations autour de la microbiologie, la filtrer, la qualifier et la poster et la commenter en disant bah, ça aussi, on parle sur une nouvelle nomenclature enzymatique des EC, ça doit être Escherichia coli, etc., etc. Donc, il donne des informations là-dessus. Et l'engagement des gens qui viennent visiter, c'est d'avoir l'information, et c'est des engagements faibles, comme dans un forum, c'est de dire j'aime ou j'aime pas, ou éventuellement de commenter. Mais il y a quand même le nombre de j'aime, par exemple 41 personnes sur un commentaire, sur la nouvelle nomenclature. Et donc il y a toute une communauté qui intervient dans cette page Facebook, et quelque chose avec des interactions assez considérables. Et moi, ça m'a intéressé parce qu'il y a aussi des discussions qui sont ouvertes. C'est comment faire, utiliser la pipette machin, si c'est au mieux prendre une pipette automatique ou une pipette à main. Donc des étudiants entre eux qui ont des discussions entre guillemets d'experts, ça s'amuse ensuite. Une question aussi, là, un des premiers forums qui moi m'a intéressé en tant qu'institution, la question c'est où faut-il suivre ses formations, son enseignement en microbiologie. Quel est le meilleur établissement? Alors ils ne disent pas en France, quel est le meilleur établissement parce que la communauté, elle est majoritairement pas française. C'est francophone, mais les gens qui viennent sur ces pages-là ne sont pas majoritairement français. À 60%, c'est du Maghreb, à 20%, c'est la France, et après, c'est le reste de la francophonie. Et la majorité, c'est femmes 18-25 ans. Parce que sur Facebook, je ne sais pas si vous avez déjà des pages, on peut suivre les statistiques, etc. etc. Donc on discute là-dessus, et donc il s'échange énormément d'informations là-dessus. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo où on discute tous les deux autour d'un café de ça, et on peut suivre les évolutions. Et quand on regarde les statistiques, c'est qu'est-ce qui a fait que cette page a démarré? Quel est l'événement? Quand tu regardes l'histoire, depuis 2009, je crois qu'il fait ça. Je ne sais pas si je l'ai là. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, vous voyez,
j'ai pris 2000 likes, 2000 abonnés sur ma page. C'était tout plat, et d'un seul jour, pouf, c'est monté. Et il est monté comme ça par palier. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ces paliers-là? Et le premier palier qui est ici, c'est quand cet étudiant qui avait fait l'IUT avant d'entrer à l'université a publié son mémoire d'IUT sur la microbiologie. Ah bon? Alors, tu fais 2000 personnes qui aiment ton truc rien qu'en publiant ton mémoire. Je dis oui, j'avais envie de publier mon mémoire, j'ai dit ça pouvait peut-être aider des gens, et il s'est passé ça. Puis après, là, il a publié un dossier sur Escherichia coli, enfin bon, bref. Et c'est cet événement-là qui est assez marquant. Tu parlais du chef-d'œuvre tout à l'heure, de l'étudiant qui a fait une action, enfin dans les universités, enfin dans les formations, on leur fait faire un mémoire, on le passe devant un jury, on lui donne une note, on dit merci, on prend le mémoire, on le met dans un placard. Puis c'est fini, il a eu sa note, il repart, il est content. Éventuellement, il y a 2-3 stagiaires qui reprennent l'année suivante, qui viennent pomper le mémoire pour prendre 2-3 trucs, mais ça ne sert pas à grand-chose de plus. Et là, l'idée, c'est le fait de l'exposer au public, dans cette page Facebook, ça suscitait un vrai intérêt de la part des autres personnes qui étaient intéressées par la microbiologie. Donc on peut supposer quand même qu'il y en a pas mal qui l'ont plagié. C'est ce que je dis, mais tu te rends compte, tu as dû être plagié dans les anti-plagiats, maintenant tu vas sortir en top 5. Je dis, mais moi, ça m'en fout. Ça a été vu par d'autres personnes. Mon travail, il sert à quelque chose. Il sert à la communauté, je peux montrer ce que j'ai fait. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a posé des questions quand même, parce que je trouve ce sujet assez intéressant. Et cette façon de faire assez intéressant, sur le partage aussi, sur la façon dont les gens, les jeunes, utilisent ces nouveaux outils. Et la vision, on a fait une causerie avec Marcel, la différence, ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, de travailler en groupe et de travailler en réseau. Donc là, l'étudiant, il n'a pas travaillé pour lui, il n'a pas travaillé pour un groupe, il a travaillé pour le réseau. J'ai mis à disposition des contenus, je fais des contenus, je diffuse des informations, je diffuse mon savoir, mais en même temps, j'en reçois beaucoup, énormément. Donc il y a un échange qui change par rapport à je suis dans une communauté, je suis dans une groupe, je suis dans une classe. On est dans une autre dimension où on a un peu de mal, nous, anciens, vieux, machin, à comprendre ce qui se passe là-dedans, mais il y a énormément de choses qui se passent et du savoir qui sont. Donc tout ça pour dire, on n'a pas besoin de tuteurs pour gérer tout ça, ils se débrouillent très bien par eux-mêmes et en masse. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr de ça? Est-ce que ça marche vraiment dans tous les cas? Donc c'est un peu la question. Puis je ne me doutais pas que tu aborderais ton modèle, alors je l'ai remis. Dans votre dispositif, quel rôle pouvez-vous donner aux tuteurs? Donc tu as défini les rôles des tuteurs à différents endroits, sur la motivation, sur l'interaction, ce qu'ils pouvaient faire. Et ça, c'est des choses qui sont encore essentielles, qui ont encore un sens aujourd'hui, malgré tous les outils, les réseaux sociaux qu'on utilise. Donc, est-ce qu'on peut se passer des tuteurs dans tous les cas? La réponse est non. Peut-être pas avec oui, peut-être pas avec non, mais là, la réponse est non. Une des choses qui est importante, c'est le temps. C'est-à-dire que la démarche, vous avez vu, de curation sur Facebook, des choses comme ça, c'est quelque chose qui s'inscrit sur 3-4 ans. C'est quelque chose qui a demandé énormément de temps. Bon, une formation, ça demande énormément de temps, mais le tuteur, c'est déjà un facilitateur de temps. C'est quelqu'un qui doit faire gagner du temps. Alors, sur l'organisation, sur la motivation, des choses comme ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, avec les technologies nouvelles, on est confronté à des nouveaux problèmes qu'on n'avait pas avant, qui sont de 3 ordres. L'infobésité et les bulles, le phénomène de bulles, je vais raconter ça. Les problèmes d'ordre et de désordre autour de l'information, et les problèmes de motivation, parce qu'on peut vite zapper, se disperser et aller ailleurs. Le problème de l'information, je ne sais pas si les liens marchent. Vous connaissez ce blog? Je suis sur Internet là ou pas? Bon. L'infobésité, c'est quoi? Par exemple, ici, c'est Universalis. Là, c'est Encyclopédia. Les encyclopédies, c'est un volume d'informations, c'est tout petit. Et ça, c'est la taille, si on représentait en volume, la taille de Wikipédia. Donc, il y a quelque chose qui est beaucoup plus gros, qui est énorme. Et on met les étudiants là-dedans, ils ont accès à une masse d'informations qui est énorme. Et l'autre souci qu'on a, enfin qui n'est pas vraiment un souci, c'est que cette masse d'informations, elle explose. Par exemple, ça c'est le nombre d'heures de vidéos YouTube, nombre d'heures de vidéos déposées sur YouTube. Chaque minute, il se dépose 48 heures de vidéos sur YouTube. Je vous la refais. Chaque minute, il se dépose 48 heures de vidéos sur YouTube. Donc chaque minute, si je voulais regarder toutes les vidéos qui se déposent, il faudrait 2 jours.
Alors vous allez me dire, ouais, mais sur les 48 heures, il y a 40 heures, c'est nul. Ouais, ouais, mais il y a 8 heures, c'est bien. Et donc il y a énormément d'informations. Chaque minute, c'est le nombre de vidéos regardées sur YouTube. Enfin, chaque seconde, là, les chiffres, c'est vraiment etc., etc. Donc on est sur une explosion de contenu, une explosion d'informations, et les gamins, ils sont lâchés là-dedans. Et ils ont accès à tout ça. Et ça n'existait pas avant. Donc c'est un vrai problème. C'est comment ils font pour trouver l'information. Comment ils font pour aller la chercher, ça. Et la qualifier. Qu'est-ce qui est pertinent là-dedans, qu'est-ce qui n'est pas pertinent. Donc ça, il y a besoin de gens pour les guider, pour les avancer là-dessus. Il y a un autre problème qui est un peu nouveau. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont parlé là-dessus, c'est les problèmes de bulles. Vous ne savez pas que vous êtes enfermé dans des bulles. Donc là, j'ai mis le lien de la conférence. C'est des gens qui créent les moteurs de recherche. Il y a tellement d'informations, il y a tellement de ressources que et les moteurs de recherche doivent être tellement performants qu'en fait, dans l'algorithmie des moteurs de recherche, ils tiennent compte d'un tout un tas de choses qui vont vous enfermer dans une bulle, qui sont votre localisation, qui sont les copains que vous avez, qui sont les likes que vous avez fait, les j'aime que vous avez fait. Et tout ça, l'algorithme va vous cerner vos préoccupations et vous envoyer que des choses qui vous intéressent. Et donc c'est fait de telle façon que tout ce qui est en dehors de votre bulle, vous ne le verrez pas. Alors c'est assez simple pour le voir. Vous prenez Google, vous mettez 2 ordinateurs côte à côte, vous avez déjà travaillé, vous avez enregistré, c'est vos posts perso, et vous tapez la même requête. Et vous verrez que vous n'avez pas les mêmes résultats. Parce que chacun, vous avez des visions différentes, des préoccupations différentes. Et l'algorithme qui est derrière vous crachera des résultats qui sera personnalisé. Et qui ne sera pas la représentation de tout ce qui n'est pas exhaustif. Ce n'est pas tout ce que vous avez sur Internet, c'est quelque chose qui a été filtré pour vous. Donc on vous enferme dans une bulle. Donc ça, c'est un vrai problème, parce qu'on ne le sait pas en plus. Ça ferme l'information. Oui, voilà, quand vous allez sur Facebook, on vend du Viagra et je sais pas quoi, et bon bref. Mais l'algorithme va beaucoup plus loin dans les moteurs de recherche. Là, vous avez une demi-heure de conférence, on vous explique ça. Mais c'est un vrai souci, c'est-à-dire que si les étudiants vont avoir un vue biaisé de tout le volume d'informations qu'il y a. Et donc, il faut leur donner un autre point de vue, là, se faire crever la bulle. Et je pense que le rôle du tuteur, il est aussi là pour aller en dehors de ça. Putain, on a l'air inspiré là, Marcel. C'était pas des bulles d'information. C'était choucroute ou cassoulet ce jour-là? Bref. L'autre souci, c'est comme les étudiants, même s'ils sont dans leur bulle, ils accèdent à énormément d'informations. Et dans ces informations, il y a tout et n'importe quoi. Par exemple, si on prend sur le darwinisme et le créationnisme, on peut tout trouver, tout et n'importe quoi sur Internet. La théorie de Darwin et puis le créationnisme, c'est la même chose. Et comment l'étudiant va s'y retrouver? Quand on pose une question, souvent, il y a des avis blanc en noir, blanc en noir. Quel est le vrai, quel n'est pas le vrai, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Et ce que je disais tout à l'heure, donc on va laisser des étudiants discuter, parce qu'ils aiment bien discuter, mais à la fin, il faut faire une synthèse, il faut intervenir, il faut leur apprendre à argumenter, à montrer des choses comme ça, à avoir cet esprit-là. Et donc, c'est ces phases-là, pour remettre de l'ordre dans le désordre de l'information sur laquelle ils ont accès, il y a un travail synthétique à faire, et souvent, ils ne sont pas capables de le faire. Enfin, il faut les aider à ça et les guider dans ces choses-là. Et ce qui est important aussi, c'est de travailler sur la motivation. Parce que c'est pas toujours facile, on arrive à les perdre, ils se dispersent très rapidement dans ces dispositifs quand on les met en ligne, à distance. Et donc, il faut les rattraper sur la motivation, c'est ce que tu as montré tout à l'heure. Il y a une autre chose dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est dans les types de motivation. De plus en plus, on va vers ce qu'on appelle la ludification ou la gamification, c'est-à-dire des processus de jeu pour intéresser, pour impliquer les étudiants. Enfin, moi, je parle des étudiants, donc dans les publics adultes, c'est peut-être un peu différent. Quoique, on a fait des serious gamers, mais ce processus de jeu pour intéresser, à motiver les jeunes à aller dans les processus et à travailler dessus. Alors, un exemple que je vais vous montrer, c'est comment un prof a utilisé à l'université Facebook pour mesurer la Terre. Un jour, il est rentré, il fait « Ouais, j'ai une idée géniale, on va demander aux étudiants d'aller mesurer la Terre via Facebook. » Ah bon? Ouais, bon, c'est prof de physique première année.
Il dit ouais, on va repartir du principe d'Ératosthène. Quand on mesure l'ombre, quand on regarde l'ombre sur l'équateur, bah, en fait on n'a pas d'ombre. Et plus on s'éloigne de l'équateur, plus l'ombre grandit. Parce que Ératosthène avait fait l'hypothèse que les rayons du soleil arrivaient parallèles. Et bon, bref, avec le sinus-cosinus, on retrouve le rayon de la Terre. Et il avait trouvé ça, c'était 300 ans avant Jésus-Christ. Et donc l'idée, c'est de travailler sur cette théorie-là, retrouver des informations sur Internet, et trouver des amis sur Facebook qui puissent faire la manip. Et ensuite, on reporte les résultats et on regarde ce qui se passe. Donc sur une manip toute simple, on dit, bah voilà, on va mesurer l'ombre d'un bâton, en fait, ça va déclencher tout un tas de processus, mais qu'on n'aurait pas pu faire de façon intuitive, de façon toute seule. Donc il a fallu guider c'est le problème, quoi, un peu. Et donc les étudiants, on a ouvert, le prof qui est ici a ouvert une page sur Facebook en exposant un peu le travail, et c'est lui qui sert un peu de caution scientifique, de guide, qui donne la méthodologie et qui suit un peu ce qui se passe pour guider les étudiants. Et le principe, c'est que chaque étudiant doit se filmer. Avec les smartphones, avec les petits appareils photo, maintenant c'est super facile, ils mettent ça sur YouTube ou les mettent directement dans Facebook, et on a la trace de toutes les manips qui ont été faites. Et ensuite, ils reportent les résultats sur une feuille. Et ça ne marche pas. Ah mince alors, pourquoi ça ne marche pas? Et là, on rentre dans un processus, pourquoi dans telle manip, en Bulgarie, ça n'a pas marché? Ah bah oui, d'ailleurs, il devait être sur le même méridien, et c'est pas le même méridien, à quel endroit il était, quel point GPS, pourquoi il n'est pas bon, parce qu'il avait un iPhone, gna 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 gna. Bref. Donc, ça, à partir de mesurer l'ombre d'un bâton, on enclenche tout un ensemble de processus, de discussions, qui, elles, doivent être plus ou moins guidées par l'enseignant et par le tuteur pour arriver à la conclusion et sur c'est quoi une mesure, comment on fait une bonne mesure, c'est quoi les problèmes de dispersion des résultats, c'est quoi un bon résultat, etc., etc. Donc on va beaucoup plus loin dans les discussions que sur un simple TP ou un simple exposé en amphi, et c'est très implicatif pour les étudiants. Oula, ton truc là, il est un peu... Donc ma conclusion, j'ai fait une conclusion, une question, est-ce qu'on peut se passer des tuteurs? J'ai une réponse peut-être ben oui, peut-être ben non de Normand, d'où le camembert. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait un camembert. Bref. Et donc comme j'ai commencé à lancer, aujourd'hui je vous lance le débat, et puis maintenant on va le continuer en ligne. Vous avez mis tout un ensemble de liens où on retrouve ces thématiques-là, sur le travail, comment on peut travailler sans tuteur ou avec tuteur dans les communautés, c'est quoi l'ordre et le désordre dans l'enseignement, il y a des conférences, c'était repris ça, dans TOT, ah oui j'ai oublié de te dire ça, ça a été repris, il y a un article dans TOT sur ordre et désordre dans l'enseignement, l'ensemble des causeries qu'on a fait avec Marcel. Il y a pas mal de choses aussi autour de l'éducation, l'utilisation des réseaux sociaux et des médias sociaux dans l'enseignement. Vous connaissez les conférences TED? TED.com. Donc il y a pas mal de choses là-dedans. Et des choses autour des écoles mutuelles, j'ai mis des liens là-bas. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur tous les réseaux sociaux qui existent.